à tous, jeudi 2 décembre, il est 10h, soyez les bienvenus pour l'événement des Digital Days organisé par la CCI Paris-Île-de-France. On est ravis de vous retrouver pour cette journée. Nous allons vous accompagner tout au long de ce jeudi au travers de nos partenaires qui vont être disponibles pour les nombreux rendez-vous que vous allez avoir à leur côté. Et nous aurons également le plaisir de vous présenter 3 grandes conférences. Et la première d'entre elles aura pour thème solutions et tendances numériques. Comment choisir efficacement son prestataire. Nous aurons les éléments de réponse avec nos 3 invités ici en plateau. Nous nous retrouverons également à partir de 14h30 pour parler de blockchain, avantages et enjeux pour les entreprises. Et puis à 16h, nous aurons le plaisir de parler e-commerce, les facteurs clés de succès de la vente en ligne. Nous allons débuter aujourd'hui avec nos 3 invités. Bonjour Alexis Moreto, vous êtes conseiller numérique Paris-Île-de-France dans le département de l'Essonne. Tout à fait. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Bonjour Naomi Ehil, vous êtes également conseillère numérique pour la CCI Paris-Île-de-France pour le département du Val-de-Marne. Tout à fait. Bonjour. Bonjour et bonjour également à Jérémy Harard, directeur commercial pour l'agence digitale Josh Digital Agency. C'est bien ça. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, on va parler avec vous 3 du choix. Comment choisir efficacement son prestataire. Avant toute chose, je vous propose peut-être de faire le point sur quelques chiffres. En 2020, on recense 1,8 milliard de sites sur la planète. C'est dire si effectivement il est important d'avoir une présence en ligne. 62% des Français ont déjà effectué des achats en ligne. Le montant moyen d'une transaction est d'environ 60 euros. 86% des personnes recherchent l'emplacement d'une entreprise sur Google Maps et 72% des consommateurs qui effectuent ces recherches visitent un magasin à moins de 8 km de leur emplacement actuel. On va, dans un premier temps, vous présenter à tous les 3. Je vous demande bien sûr à tous les 3 de nous présenter un petit peu la fonction que vous vous occupez au sein de votre structure ou de votre entreprise. Et on commence par vous, Alexis Moreto. Alors moi, je suis conseiller numérique à la CCI de l'Essonne. Donc en fait, on a des conseillers numériques dans chaque département. Et donc moi, je suis basé à Évry et j'accompagne donc les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs de l'Essonne. C'est noté. Merci à vous, Alexis. Même question à vous, Naomi. Alors moi, je suis le binôme d'Alexis, Naomi Ehil. Je suis conseillère numérique cette fois-ci dans le Val-de-Marne. D'accord. J'occupe les mêmes fonctions qu'Alexis. En fait, on aide les entrepreneurs, les porteurs de projets, les TPE, PME sur le volet numérique, donc stratégie digitale, e-commerce et d'autres sujets. Jérémy Harard, vous êtes directeur commercial pour l'agence Josh Digital. En d'autres termes, je suis directeur conseil. Oui. Et en gros, j'accompagne les clients en avant-vente où je vais les accompagner à choisir les bonnes solutions digitales, bien définir avec eux leurs besoins et les accompagner vraiment tout au long du projet au sein de l'agence, en complément de toute l'équipe opérationnelle du projet. Et en parlant justement de solutions digitales, une vingtaine d'entreprises vous attendent pour des business meetings. On vous expliquera tout au long de cette conférence la manière, la méthode dont il faut les solliciter. On y reviendra, mais avant cela, rentrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Avec vous, Naomi, selon l'INSEE, 38% des internautes français manquent de compétences dans l'aspect du numérique, dans l'un des 3 domaines de la recherche, l'information, communication ou l'utilisation de logiciels et résolution de problèmes. Comment peut-on pallier à ce phénomène finalement de méconnaissance pour celles et ceux qui n'y s'y retrouvent pas sur le web? Ok. Alors, c'est vrai que lorsqu'on manque de connaissances sur certaines thématiques du numérique, il y a bien sûr toujours des solutions. C'est vrai qu'on peut penser aux nombreuses formations en ligne qu'on peut trouver sur des plateformes, mais également, il faut savoir que, par exemple, avec un organisme comme le CPF, on peut se faire financer des formations que la Chambre de commerce, d'ailleurs, propose. On a une formation typique pour ce cas-là, qui s'appelle les Digital Starter Programme. En fait, c'est une formation sur 2 jours. L'idée, c'est que la première journée, on travaille de manière pratique tout ce qui est visibilité, donc comment créer sa visibilité en ligne et la développer. Et la deuxième journée, du coup, ça répond à votre question, c'est créer en fait toute une stratégie, plusieurs techniques de prospection en ligne grâce aux outils digitaux. Et puis, il faut aussi être capable de se faire confiance, le fameux test and learn. Exactement. Ouais. Le test and learn, c'est important parce que du coup, lorsqu'on a bien sûr ce qu'on souhaite mettre en place sur le numérique, mais c'est pas toujours ce qui va faire en sorte que votre projet va fonctionner, qui va plaire à vos prospects. Et donc, bien sûr, le test and learn est hyper important
pour voir si notre résultat fonctionne ou pas. Faites-vous confiance, c'est le message que l'on souhaite également vous faire passer tout au long de cette journée pour les Digital Day. Jérémy, alors pour donner un ordre d'idée, on recense entre 600 et 800 000 sites internet qui sont créés chaque jour. C'est énorme, ça confirme l'impérieuse effectivement nécessité d'avoir une présence en ligne. Avant de se lancer, pour celles et ceux qui nous suivent en direct, pour celles et ceux qui sont chefs d'entreprise, quelles sont finalement les bonnes questions, la première grande étape clé qu'il faut se poser avant justement de se lancer dans le digital quand on a un commerce, quand on a une entreprise et que l'on souhaite avoir une présence sur le web, Jérémy? Du coup, en fait, il faut surtout bien définir son besoin. Oui. C'est comme quand on recherche en fait un appartement ou une maison. On a une liste de critères, on a la localisation, on veut plusieurs chambres, plusieurs salles de bain, etc. Là, pour un site internet, en fait, c'est la même chose. Et souvent, les clients, quand ils viennent nous voir à l'agence, ils arrivent avec je veux un site internet, ça coûte combien? Donc, du coup, c'est un peu compliqué de les accompagner. Du coup, on va essayer de creuser, essayer de vraiment soulever les points qui sont importants pour eux, et du coup sur un site internet, l'idée c'est d'essayer de s'imprégner du secteur dans lequel il va être mis en ligne, secteur d'activité, de quelles attentes je vais avoir sur ce site-là, s'inspirer aussi des concurrents, du marché, de voir un peu ce que les autres font, et ça va m'aider en fait moi en tant que client à bien définir mon besoin sur des bases existantes, puis ensuite le présenter aux agences pour avoir ou des indépendants pour avoir des devis détaillés. Donc être capable également de faire une veille pour savoir un petit peu dans le secteur où j'évolue, le type de site. Si naturellement j'ai un commerce, je développe un site e-commerce. C'est ça. Alors ça peut être un site e-commerce, ça peut être aussi du click and collect avec une démarche où on récupère la commande sur place. Ça peut être aussi un site vitrine où je vais présenter en fait mes produits sans transaction e-commerce en particulier. Mais dans tous les cas, c'est d'essayer de définir quels sont mes objectifs du site, qui je vais toucher au niveau du site, et surtout qu'est-ce que je vais pouvoir y faire dessus, quoi. Oui, parce que par besoin, forcément, on va adapter aussi la structure du site, c'est ça. C'est pas les mêmes technologies, c'est pas les mêmes services avec lesquels on va travailler. Du coup, c'est là-dessus que moi je vais les accompagner avec mon équipe et essayer de définir ce besoin-là en premier lieu pour leur faire une proposition la plus ciblée. On va parler avec vous, Alexis, des conseillers de la CCI, qui ont un véritable rôle d'accompagnement auprès des entrepreneurs. Vous, en tant que conseiller numérique, vous recevez régulièrement des chefs d'entreprise qui vous demandent et vous sollicitent sur justement ce déploiement du digital. Comment intervenez-vous, vous, auprès des entrepreneurs pour le choix des prestataires qui est important et qui est un facteur clé aussi de réussite sur le digital? Alors déjà, on a une première chose, c'est que nous, à la CCI Paris Île-de-France, on est tiers de confiance. C'est-à-dire qu'on ne va pas privilégier un prestataire par rapport à un autre, une solution par rapport à un autre. Ce que Jérémy disait tout à l'heure, ça dépend du besoin, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut vendre en ligne, est-ce qu'on veut juste faire un site vitrine, est-ce qu'on veut juste être sur les réseaux sociaux, etc. Donc à partir de là, on va leur donner des conseils. Nous, notre but à la CCI Essonne, c'est vraiment de donner, et à la CCI Paris Île-de-France, c'est de donner du conseil aux dirigeants d'entreprise, mais aussi aux créateurs d'entreprise. Donc on va essayer de dédramatiser la chose, on va essayer de leur expliquer vraiment concrètement comment on fait un site quand internet. Vous dites dédramatiser, c'est que les gens, quand ils arrivent chez l'entreprise, ils sont vraiment en fait, apeurés dans la démarche. Exactement. Certains d'entre vous vont peut-être se reconnaître. En fait, moi, souvent, je compare, et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas que je fasse cette comparaison-là, mais moi, j'y connais rien en mécanique, par exemple. D'accord. Donc, quand je fais m'entretenir ma voiture, je vais au garage, on entretient ma voiture et on me dit, le garagiste il me dit, il y a une courroie à changer, les freins à changer. Bon, je fais confiance. Oui. Voilà. Et souvent, les gens qui viennent nous voir, c'est un peu cette même problématique-là, c'est-à-dire que j'y connais rien en numérique, j'y connais rien en web, j'y connais rien en réseaux sociaux. J'ai peur de me faire avoir. Et nous, on a vraiment ce rôle-là. En tant que conseiller numérique, il y a un conseiller numérique, comme je disais tout à l'heure, dans chaque département d'Île-de-France et même de France. On peut s'appuyer, les chefs d'entreprise peuvent s'appuyer sur nous, sur notre expertise. On a des parcours différents. Certains conseillers numériques vont être plutôt spécialisés dans la création de sites ou dans la gestion des réseaux sociaux. On ne peut pas tout connaître, mais on a quand même un panorama 360 qui nous permet vraiment de faire le juste milieu et donner au maximum de conseils.
Donc d'où aussi l'impérieuse nécessité de revenir effectivement sur le besoin que vous évoquiez, Jérémy, pour pouvoir en suivant accompagner les chefs d'entreprise. C'est cela, c'est qu'en formulant le besoin, on est capable après de vous solliciter, et même vous êtes aussi capable d'analyser, peut-être d'identifier le besoin, c'est cela? Ouais, complètement, c'est clair. On est là vraiment en support. On accompagne le dirigeant d'entreprise dans sa transition numérique et dans le développement de sa visibilité. Moi, quand j'interviens sur un stage qui s'appelle le 5 jours à la CCI Essonne, à la CCI, on le propose aussi. C'est pour les créateurs d'entreprise, sur 5 jours, plein de thématiques. Et j'interviens sur le volet numérique. Et bien souvent, on me pose la question, est-ce que pour vous, c'est indispensable, votre visibilité en ligne? Et avant le confinement, j'avais toujours sur la dizaine de participants, 2-3 personnes qui me disaient non, moi, ça va être le bouche à oreille, etc. Je repose la question aujourd'hui, en 2021. On sent quand même qu'aujourd'hui, tout le monde considère, il y a vraiment conscience que c'est vraiment indispensable d'avoir une présence sur Internet. La réflexion s'est effectivement déplacée au vu des besoins qui sont devenus de plus en plus grandissants en la matière. Jérémy, vous me parlez justement de l'expression des besoins. Ouais. Comment orienter maintenant ces recherches pour identifier les bons prestataires? On se connecte sur un célébrissime moteur de recherche, on tape prestataire web et là, les résultats sont pléthoriques. Comment orienter ces recherches pour identifier les bons prestataires? Là aussi, vous nous proposez peut-être une méthodologie particulière. Mais il faut déjà essayer de se renseigner sur les différents prestataires, de voir un peu s'ils ont déjà travaillé dans les secteurs dans lesquels je veux évoluer. Essayer de faire cette liste un peu de manière exhaustive, mais surtout aller voir les références, se renseigner aussi sur les avis de l'agence, de voir un peu si elle est bien notée sur Internet. Aussi essayer de trouver autour de soi des recommandations peut-être par rapport à d'autres prestataires que d'autres personnes auraient pu faire appel. Et du coup, c'est plutôt vraiment ce panel-là par rapport au secteur sur lequel je suis. Et ben, ça peut, je perds mes mots, ça peut... On est un peu comme dans la vraie vie, en fait. Voilà, être capable finalement d'avoir le même réflexe quand on est dans un acte marchand et avoir le même réflexe. C'est de prendre un peu le diapason et essayer de comparer ces prestataires-là. Après, il y a plusieurs typologies de prestataires. Oui. Voilà, il y a des indépendants, des freelances, il y a des agences, il y a aussi des SS2I, oui. Donc c'est des ressources à disposition comme des salariés en fait. Voilà, il y a plusieurs approches possibles, ça dépend souvent du projet, ça dépend des moyens qu'on veut en mettre sur le projet et de la complexité des projets. Voilà. D'accord, très bien. On ira effectivement après sur ce terrain-là, sur prestataire versus freelance, quelle aussi agilité et quelle attente vis-à-vis de ces typologies d'acteurs. Mais avant ça, je me tourne vers vous, Naomi. Quels sont justement les types de projets que l'on peut déléguer à un prestataire? Ça fera écho aussi à une des prochaines questions que je vous poserai sur le temps que l'on peut consacrer à ces projets. Mais quels sont finalement les types de projets? Parce qu'ils sont nombreux. Sur le digital, on peut aller sur la conception de sites internet comme d'autres offres. Je vous laisse le soin peut-être de nous répondre. Ok, mais d'abord j'aimerais bien rebondir sur ce que Jérémy avait dit tout à l'heure. Moi, à titre d'exemple, j'ai par exemple un client qui est venu me voir en me disant voilà, j'ai souhaité concevoir une marketplace. Oui. J'ai fait l'erreur de choisir le premier prestataire que j'ai vu sans regarder ses précédentes réalisations et il s'est retrouvé en fait avec une marketplace qui n'en était pas une. D'accord. En fait, c'est un peu un site e-commerce qui a été développé un peu à la mano. Et donc, c'est pour ça que quand Jérémy disait qu'il est important de voir les précédentes réalisations, c'est hyper important parce qu'après on se retrouve avec un site qui correspond pas à ses besoins. Mais par contre, lorsqu'on souhaite faire appel à un prestataire, il y a différents types de projets qu'on peut lui demander. Il y a surtout les projets de gestion. Donc, quand on demande de la gestion, ça peut être la création surtout la gestion de communauté, si on a des réseaux sociaux, avec l'objectif d'augmenter sa communauté. Ça peut être la conception d'une application web, aussi d'un site e-commerce. Après, il y a tout ce qui est visibilité, création de logos, de chartes graphiques. Ça peut être varié. Très global. Très global, mais il faut bien sûr toujours cibler son projet. Est-ce que mon projet, c'est quelque chose que je ne peux pas concevoir moi-même? Et du coup, j'aurais besoin de faire appel à un prestataire parce que je n'ai pas la ressources internes. Et quel type de réflexion dois-je mener également? Parce qu'on a vu une multitude de supports, les réseaux sociaux. Dois-je aussi interroger peut-être mon cœur de cible? Mes clients sont-ils sur ces réseaux? Exactement. Oui, ça c'est très important. Si on souhaite, par exemple, augmenter sa communauté sur TikTok, Pinterest, Twitch, bien sûr, la première question à savoir, c'est est-ce que ma cible y est? Et donc, bien sûr, analyser ces réseaux sociaux-là. On a divers outils pour analyser. Vous avez plusieurs outils numériques qui vous permettent de savoir quelles sont les typologies
typologies. Par exemple, Pinterest le propose avec leur outil Analytics. Vous pouvez voir ce que les personnes viennent rechercher. Leur tranche d'âge également, leurs intérêts. Et c'est le point central. Et ça permet d'avoir une véritable connaissance de sa clientèle. Là, Exactement. Parce que si on s'investit sur un réseau social sur lequel notre cible n'y est pas, en fait, vous perdez du temps et de l'argent derrière. Et le résultat justement de ce témoignage de chef d'entreprise qui vient vous voir et qui vous dit écoutez, j'ai essayé de développer une solution de marketplace avec le premier prestataire, résultat, ça ne me convient pas, et les conséquences dans tout ça? Alors les conséquences, c'est une très forte perte au niveau de l'argent, bien sûr. Il a perdu quand même 50 000 €. C'est énorme, effectivement. C'est énorme. Et bien sûr, en fait, on l'a accompagné à la CCI. Ce qui est bien, c'est qu'il a pu reprendre du début son business plan, donc avec notre partie création d'entreprise, et ensuite revenir vers le pôle numérique pour après donc lui l'aider à savoir vraiment comment choisir son prestataire, quels sont les critères importants. Et donc on a respécifié son besoin pour le diriger après vers un prestataire de son choix, bien sûr. Oui, ça fait écho à ce qu'on se disait avec Jérémy aussi. Naturellement, on a tendance à aller sur un moteur de recherche, quelques mots-clés et aller sur les premiers résultats. Il faut se poser les bonnes questions. Pour rebondir un petit peu aussi sur ce que tu dis, c'est que souvent, on a des prestataires qui savent tout faire. Oui. Et ça, c'est aussi une problématique. Nous, au début, Josh Digital, on voulait tout faire. Oui, et on se lançait, en fait, on est entrepreneur, on se dit, on va voir ce qu'il va apprendre, etc. Puis après, on a vu qu'on était là où on était bon, là où on était fort, etc. Du coup, on a écarté, par exemple, plutôt l'aspect marketing digital et on se concentre plus sur la conception et le développement technique de solutions digitales. Du coup, on se spécialise un peu plus sur ce type de prestations. Mais c'est vrai que quand on va solliciter des prestataires, souvent on a un panel de prestations 360, création de chart, design, développement, etc. Et malheureusement, on peut pas être expert dans tous les domaines. Et du coup, moi, je conseillerais aujourd'hui d'avoir des agences quand même spécialisées par rapport aux prestations que j'attends. Voilà. C'est un prestataire web qui vous le dit en toute franchise aussi. C'est aussi intéressant d'avoir ce retour d'expérience là. Alexis, on le disait, il y a un très grand nombre d'acteurs sur le marché, agences web, freelance. Comment un petit peu se retrouver? Quelles sont les différences entre typiquement ces deux typologies d'acteurs et quels sont d'ailleurs les avantages et les inconvénients? Alors, ça va être c'est une question assez compliquée dans le sens où, encore une fois, tout dépend du besoin. Est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement global? Est-ce que j'ai besoin de plusieurs cœurs de métier? Moi, quand j'ai commencé à travailler, il y a 12 ans, j'étais webmaster. Le webmaster, à l'époque, c'est celui qui faisait tout. Donc, il faisait la création du site internet, la gestion des réseaux sociaux. Maintenant, le métier de webmaster s'est éclaté en super métier. Ça fait déjà quelques années. Donc, maintenant, on a l'expert, le traffic manager, le community manager. Enfin, bref, les métiers se sont hyper spécialisés. Et ça rebondit un peu à ce que disait Jérémy tout à l'heure. C'est une expertise. C'est-à-dire, aujourd'hui, une personne a une expertise. Il y en a qui vont des profils un peu anciens, j'ai envie de dire comme moi, qui vont connaître un petit peu tout, mais pas à un niveau hyper avancé. C'est ça. Donc tout dépend de son budget et de son besoin initial. Si on a juste besoin d'un petit site internet pour avoir une première présence en ligne, un freelance peut parfaitement faire l'affaire. Par contre, créer une vraie stratégie de développement avec un accompagnement de A à Z, avec de la stratégie sur les marketplaces, de la stratégie site internet, gestion des réseaux sociaux, etc. L'agence web, elle, pourra plutôt faire l'affaire. Après, on peut aussi gérer soi-même si on est un entrepreneur. En général, on n'a pas trop le temps, on préfère déléguer. Mais si on veut, par exemple, gérer un petit peu tous ces aspects-là, on peut faire appel à différents freelances. Un freelance qui va gérer la communauté sur les réseaux sociaux, un freelance qui va gérer le site internet, un freelance qui va gérer le référencement naturel, un freelance qui va gérer le référencement payant. Après, on s'en sort pas, en fait, c'est ça le problème. Donc, effectivement, la différence, elle est là. Est-ce que je veux globaliser mon accompagnement? Dans ce cas-là, je vais faire appel à une agence web. Si j'ai un besoin ponctuel, le freelance, il peut parfaitement la faire. Et aussi, faut savoir que certaines agences web font appel aussi à des freelances derrière. Donc tout dépend aussi. Comment s'y retrouver là, dans ce schéma? Voilà, c'est un peu compliqué. Après l'avantage de l'agence web, c'est quand même qu'elle garantit en fait, même si le freelance demain est malade, elle va pouvoir le remplacer soit avec des ressources en interne, soit avec d'autres freelances qu'elle a dans son réseau en fait de confiance. Mais par contre, elle va mettre à disposition un chef de projet qui va être garant en fait de la prestation. Donc, elle est sûre à 99,9% de délivrer la
la prestation jusqu'au bout. C'est clair. Contrairement à un freelance qui peut, voilà. Je rebondis juste, ça rassure beaucoup de boîtes de passer par des grosses agences. Oui. Moi, je suis mitigé parce que j'ai travaillé dans le secteur de l'assurance. On passait par une grosse agence. Le temps de ticketing était assez long. D'accord. C'est-à-dire que si on avait un besoin particulier, des fois, ça mettait plusieurs jours. Un freelance ou une petite agence web, elle sera peut-être plus réactive dans le traitement du besoin. Peut-être que Jérémy, tu peux... Elle est beaucoup plus agile, elle est à taille humaine. Exactement. Donc, du coup, elle est beaucoup plus réactive, comme tu dis. Oui, dans une économie, en plus, l'instantanéité... voilà, surtout dans le web, on a un besoin mince. Bon, imaginons que ma page web ne fonctionne plus ou j'ai une erreur 404. Bon, il faut de la réactivité. Et si j'ai pas accès en plus au code source, etc., pour le faire moi-même, faut mieux quelqu'un de réactif. On a vu les impacts de lockdown, notamment sur les réseaux sociaux, Facebook et les entrepreneurs qui ont été fortement, très fortement impactés. Je vais vous rappeler à 10h21 que vous pouvez nous poser toutes vos questions. Vous pouvez du moins leur poser toutes vos questions. Me fera un plaisir de les relayer dans quelques instants. Allez-y, vous avez encore bien largement le temps puisqu'on est ensemble pendant 1 heure. On a encore 40 minutes pour cette conférence consacrée au choix, à la sélection des prestataires. On continue avec vous, Alexis. Vous parliez justement du budget. On peut avoir une fourchette de prix agence versus prestataire. Alors ça dépendra naturellement aussi des besoins, des projets. On est bien d'accord, mais pour avoir une fourchette de prix pour celles et ceux qui nous écoutent. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que dans le web et dans d'autres métiers, c'est pareil. On paye le temps de travail. C'est-à-dire que, par exemple, dans le web, on va payer en jour ou en demi-journée, ou en quart de journée. Voilà, on paye pas. Enfin, c'est très rare de payer à l'heure, etc. Un freelance, alors moi je connais pas le budget en agence, mais en général c'est le double à peu près. Un freelance, par exemple webmaster, quelqu'un qui va créer un site internet, c'est aux alentours de 400 € jour. 400 € jour. C'est la moyenne. C'est la moyenne, en fait. C'est la moyenne qu'on constate. On paie pas pour le projet dans sa globalité, on paie pour le jour. En fait, il y a des agences qui font des forfaits. Il y a des agences qui font, je vous fais un site à 1 500 €, ou 2 000 €, ou 3 000 €, 10 000 €. Mais qu'est-ce qu'ils mettent dedans, en fait, dans ce package, on va dire. Donc après, il faut bien détailler, etc. 400 € jour, c'est à peu près la moyenne. Donc si on vous dit, par exemple, on vous propose un site à 500 €, nous, ce qu'on dit à CCI, c'est méfiance. Oui. Soit vous le connaissez parce que c'est le cousin de votre oncle, enfin bref, vous m'avez compris. D'amis, voilà. Voilà, qui vous fait ça de la main à la main. Bon, dans ce cas-là, ok. Mais après, si demain, il y a un problème, méfiance. Donc, 400 € jour, c'est la moyenne. Après, en agence, on est plutôt dans le double, à peu près. Ça peut se comprendre aussi. Hein. Après, je ne sais pas quel prix Jérémy pratique. C'est à peu près ça. Moi, quand j'ai travaillé avec une agence, c'était à peu près 800 € jour en fonction du métier, parce que le chef de projet, comme on disait, il y a des hyper métiers, des métiers spécialisés. Donc, le chef de projet ou le directeur de projet, ça va être 1 000 € jour. Ensuite, vous allez être développeur, ça va être 700 € jour, etc., etc. Donc, le prix, en fait, moi, j'aurais tendance à dire, ne pensez pas qu'un site, c'est un barème. C'est-à-dire, un site, c'est pas 1 500 €, c'est pas 3 000 €. C'est le temps passé. Et qu'est-ce qu'on a comme temps passé? Est-ce qu'on a l'analyse SEO, donc le référencement naturel? Très important. Primordial. Ouais. Bon, moi, combien de fois on voit des entreprises, mais moi, mon prestataire web, il m'a pas, j'apparais pas dans Google. Ouais, mais il a pas travaillé le référencement naturel. Les balises sont pas renseignées. Les balises, vous savez, c'est le titre du site, la description du site. Est-ce que les images, on leur a changé le nom, etc. Combien de fois on voit des chefs d'entreprise, on leur a fait un site, un beau site, mais personne ne les trouve. Donc ça sert à rien d'avoir un site si personne ne vous trouve sur le moteur de recherche numéro 1, qu'on ne citera pas, mais tout le monde le connaît. Mais en tout cas, voilà. C'est la base, mais c'est important de le rappeler parce que le SEO, le référencement naturel, c'est ce qui... Donc voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a cette prestation dans la création du site? Donc c'est du temps, l'analyse SEO, chercher les bons mots-clés. Est-ce qu'il s'occupe, on en parlera un petit peu tout à l'heure aussi, je sais, mais sur le RGPD, est-ce qu'il applique le RGPD? Combien de fois on voit des sites sans mention légale, sans bannière de cookies, etc. Ça, c'est du temps. Il n'y a pas juste la création graphique d'un site internet. Oui. Et si je peux aussi rajouter, il ne faut pas oublier que derrière ça, le prestataire qui travaille sur votre projet, en fait, utilise certaines technicités. Il y a les technologies derrière que les personnes utilisent qui sont très importantes et je pense que Jérémy peut tout à fait le justifier, qui peut aussi impacter le prix du projet. L'expertise, oui, tout à fait. En fait, le prix, ce qu'on appelle le TGM, le taux journalier moyen, c'est ce que dit Alexis, c'est le fameux 400 ou 500 € au jour, selon le profil. En fait, c'est selon l'expertise qu'il va apporter, il va être plus ou moins cher par rapport à
au temps qu'il va passer. Plus il va passer de temps, plus ça va coûter cher, mais parce que c'est pour le bien du projet, c'est pour peut-être mieux cadrer le projet au global. Et du coup, comme dit Alexis, on vend du temps homme. Donc à partir de ce moment-là, faut regarder le détail du temps qui va être passé sur la prestation en fait. Mais justement, comment arbitrer un devis? Quand vous avez un client, vous lui présentez un devis, vous faites de la pédagogie pour ceux qui on lui explique de compétences, qui n'ont pas de compétences là-dessus. Ouais. On lui explique vraiment ligne par ligne, on essaie de l'éduquer un petit peu sur le détail de ce qui est attendu. C'est vrai que les gens s'attendent pas à autant de prestations pour un site internet. Souvent c'est je clique, ça marche et ça s'affiche. Sauf que derrière il y a du SEO, donc du référencement naturel, il y a de la sécurité, il y a de la RGPD, il y a de la performance de chargement, de la compatibilité entre les navigateurs, entre les devices, smartphone, tablette, desktop, laptop. Enfin voilà, il y a énormément de temps qui est passé en fait sur. Si on veut faire un bon site complet, global, bien performant et sécurisé, ça demande un petit peu de temps. Après, il y a certaines solutions qui sont industrialisées, qui permettent de gagner du temps, mais qui vont être limitées en termes de fonctionnalité. Du coup, c'est là où on va faire des arbitrages, voir est-ce que certaines solutions me correspondent ou pas. Naomi, comment arbitrer un devis? Naturellement, on a envie de se tourner vers le devis le moins onéreux. Est-ce que c'est justement ce que vous préconisez? Est-ce que c'est une erreur à ne justement pas commettre? Oui, alors tout à fait. Ça, c'est la plus grande erreur qu'on retrouve souvent. On va avoir deux devis. Le moins cher va être celui qui va être choisi. Bien sûr, il faut regarder déjà si sur le devis, comme le disait Jérémy, il y a des lignes. Ça, c'est important. Parce que si vous avez qu'une seule ligne qui vous dit, voilà, site livré le 20 décembre, par exemple, c'est pas bon. Parce que du coup, vous savez pas ce qu'il y a derrière. Donc, j'ai besoin d'avoir un détail. Est-ce que je vais avoir de l'intégration de contenu? Est-ce que je vais avoir, par exemple, aussi tout ce qui est marketing de mon site? Est-ce que je vais avoir l'intégration des moyens de paiement si je suis sur un site e-commerce? Enfin, il faut vraiment avoir les détails de ma prestation demandée et voir si dans ces détails-là, j'ai bien les tâches que j'ai demandées. Après, le prix, je peux le comparer en demandant à plusieurs prestataires. Et bien sûr, toujours regarder les réalisations qui ont déjà été faites par l'agence ou par le freelance. Ça, c'est important. C'est important, c'est la base. En fait, c'est avoir le même réflexe finalement, on va le rappeler, que dans la vraie vie. Oui. Il y a un critère qui est super important aussi dans le choix du prestataire, et en amont même, c'est de ne pas être dépendant. Oui. Combien de fois on voit dans des entreprises qui arrivent, ouais, mais moi j'ai pas accès à mon site internet, je peux rien modifier dessus, c'est même pas moi qui ai réservé le nom de domaine, etc. Critère vraiment primordial, ne soyez pas dépendant d'un seul prestataire. Il faut que, parce que ça arrive que on s'entende plus avec le prestataire, ou parce qu'il a changé de vie, ou il est parti on ne sait où, il a fermé la boîte, etc. Et on a beaucoup d'entreprises qui se retrouvent bloquées. Donc un critère important, soyez propriétaire de votre nom de domaine ou de vos noms de domaine. D'accord. Et surtout, ayez le contrat en direct, par exemple, avec la prestation d'hébergement. Ça, c'est pour un site internet, c'est indispensable. Après, pour les autres secteurs d'activité, c'est un peu moins. Pour Google, c'est de donner les accès à son compte Google Ads si on fait de la pub sur Google. Sur Facebook, c'est pareil. Être propriétaire de la page, donner les accès à l'intervenant, mais toujours garder ce côté administrateur. C'est super important. Après, il y a de plus en plus de prestataires, et c'est peut-être même la majorité maintenant, qui accompagnent le client en lui disant, voilà, nous on va t'accompagner à réserver ton nom de domaine, à prendre ton offre d'hébergement, et voilà, ça c'est super important, c'est vraiment un critère numéro 1. C'est comme si on confiait en fait les clés de sa maison à un tiers sans conserver le double, c'est ça en fait? Oui, en quelque sorte, c'est ça. Tout à fait. Et donc, oui, sans savoir comment y avoir accès ou utiliser les équipements qui sont à l'intérieur. Ce que je rajouterais également, c'est qu'il faut au moins connaître sa plateforme, comment y accéder, comment ajouter du contenu, si jamais un jour j'ai besoin de faire une action en urgence. Oui, donc en fait, c'est vrai que aussi le tort de certains d'entre vous, peut-être qui nous suivez, c'est aussi de tout de suite dire moi j'y connais rien, je vous laisse faire, la confiance aveugle. Alors on peut le dire, faut pas qu'il y ait de tabou non plus de sujets particuliers, mais en revanche, à un moment donné, c'est être capable de conserver au moins ce que vous disiez précédemment pour être propriétaire. C'est ça, l'indépendance du prestataire, elle est importante et on essaie toujours de rendre nos clients le plus autonomes possible. Oui. D'ailleurs, même en fin de prestation, on les forme en fait au back-office sur lequel on a développé le site pour les accompagner à piloter vraiment leur activité pour qu'ils nous sollicitent que pour des sujets techniques. Nous, on n'a pas trop d'intérêt, enfin c'est pas dans notre modèle économique de garder la main sur tout ça. On veut vraiment qu'ils soient le plus autonome possible et du coup, nous on intervient vraiment sur des sujets techniques, sécurité et mise à jour, par exemple. Donc un client qui vous sollicite est capable après de devenir complètement autonome, c'est ça? Autonome sur des aspects de gestion. Pas sur l'arborescence du site, mais en revanche... Alors sur l'arbre aussi. Ça peut être également le cas.
pourrait intervenir sur le menu, il pourrait intervenir sur certains textes. Enfin, il peut aller quand même. On peut pousser la prise en main en fait du site. Après, c'est surtout d'un point de vue technique. Si la personne elle doit toucher au code source, bon, là, ça se complique un petit peu plus. Surtout si demain nous on a la maintenance derrière, c'est-à-dire on a une certaine responsabilité et on veut pas qu'il touche à ce code source. Mais par contre, le code source lui appartient. Il a les droits dessus et il n'y a pas de licence d'exploitation à payer tout au long de l'année, quoi. Voilà. Continuez à leur poser les questions directes que je relayerai dans quelques instants. Mais avant cela, je me tourne vers vous. Alexis, on l'a vu, ce n'est pas anodin d'avoir un site internet, d'avoir un site e-commerce. Il y a beaucoup de paramètres. Et vous le rappeliez précédemment, des paramètres d'ordre juridique, des paramètres d'ordre logistique, des paramètres d'ordre serviciel. Comment les appréhender? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous parliez de RGPD. Qu'est-ce pour celles et ceux qui ignorent ce terme RGPD? Alors, et c'est normal parce qu'on n'est pas juriste. Oui. Et moi, le premier, voilà. Le règlement général à la protection des données. Oui. Donc, ça est entré en vigueur en mai 2018 et ça s'impose à l'ensemble des entreprises, pas forcément ceux qui ont des sites internet. Mais spécifiquement pour le site internet, ça va être d'expliquer qu'est-ce qu'on fait de ces données personnelles, comment on les traite. Et une donnée personnelle, à partir du moment où vous traitez une adresse mail avec un nom et un prénom, c'est considéré comme une donnée personnelle. Donc, concrètement, dans le site, sur les formulaires, il va falloir rajouter une case à cocher, comme quoi vous offrez la possibilité à l'internaute, au prospect, d'être contacté dans ce but-là et pas dans un autre but. Ça va être la bannière de cookies. Vous savez, c'est le gros bandeau quand on arrive sur un site qui nous demande si on accepte ou si on refuse, et j'insiste bien sur refuse, parce que depuis avril de cette année, le refus est aussi obligatoire. Donc on doit pouvoir refuser, en tout cas offrir la possibilité à ses visiteurs de son site internet de refuser les cookies. Qu'est-ce qu'un cookie ? C'est un petit fichier qui va se greffer au navigateur web, Chrome, Internet Explorer, etc., qui va tracer l'internaute. C'est pour ça que, par exemple, quand vous faites des recherches sur une nouvelle paire de chaussures et que vous avez plein de pubs de paires de chaussures, c'est grâce aux cookies. Voilà. Alors après, il y a des sites internet, par exemple, maintenant, qui mettent aussi un cookie, on va dire, payant. Enfin, c'est pas magique, alors, mince, alors. Non, c'est pas magique. C'est pas, on vous suit pas, voilà, on vous suit à la trace, en fait, avec le cookie. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'abus. Donc, du coup, l'Europe a mis un peu son mot là et a dit, non, RGPD. Et après RGPD, il y a tout le back-office, on va dire, c'est le traitement de la donnée directement, parce que vous pouvez traiter des données sans avoir de site internet. Donc là, c'est vraiment, moi je conseille vraiment aux entrepreneurs de se former là-dessus. Nous, à la CCI, on a fait des webinaires sur le RGPD, ils sont aussi disponibles en replay, mais n'hésitez pas à aller vous former, c'est gratuit. Après, faites-vous accompagner, c'est-à-dire que pour mettre en place, c'est ce qu'on appelle le DPO, le délégué à la protection des données en anglais, digital, peut-être que tu peux m'aider là-dessus, protect, enfin bref. Et en fait, le délégué à la protection des données, c'est celui qui va être chargé dans l'entreprise de justement faire respecter tout ce traitement des données. On peut l'externaliser aussi. Mais super important, et il y a beaucoup d'entreprises encore qui ne savent toujours pas ce que c'est RGPD, nous on en rencontre tous les jours. Faites attention, vous vous exposez quand même à 4% du chiffre d'affaires en amende. C'est énorme. Donc, et la CNIL, qu'est-ce qu'elle va faire comme premier réflexe, c'est d'aller sur votre site internet. Donc, au moins que votre site internet soit respectueux de la RGPD et au moins être carré là-dessus. C'est pas si compliqué que ça, d'autant que maintenant il y a des accompagnements divers et variés comme les vôtres pour justement un petit peu vulgariser, simplifier les bonnes pratiques. C'est ça. C'est des bonnes pratiques, c'est encadré. C'est des bonnes pratiques à mettre en place. Après, moi je comprends tout à fait l'entrepreneur qui est un peu perdu parce que il a son métier. Oui. Et en plus, il doit aussi connaître l'aspect juridique sur Internet. Donc, c'est beaucoup de choses. Nous, à la CCI, on est là aussi pour les accompagner là-dessus. Mais c'est vrai que je pense que ce qui peut aider l'entrepreneur, c'est dès lorsqu'il commence son projet et qu'il sait qu'il va traiter de la donnée ou même la collecter, c'est déjà de se mettre en norme. Plus je commence tôt, mieux c'est pour moi, parce qu'après, ça va juste... un long fleuve tranquille, comme on peut dire, entre guillemets, pour traiter la donnée. Parce que, par exemple, il y a l'intelligence artificielle. La data, maintenant, permet de faire énormément de choses, notamment au niveau marketing. Donc, si vous voulez passer d'un traitement de données qui n'est pas respectueux de la RGPD à l'intelligence artificielle, là, il y a un fossé. Et justement, c'est pour ça qu'il faut commencer dès le début. Et c'est un véritable levier de croissance, la data. Donc, c'est pas anodin et il faut savoir et être capable de bien l'appréhender. Les impacts aussi, peut-être d'un point de vue plus économique et
et logistique quand on se lance sur un site e-commerce, Alexis? Quels sont-ils? Peut-être au niveau logistique, il faut être capable aussi d'absorber un petit peu la demande. C'est pas le même métier. Hein. Ouais, de toute façon, il y a beaucoup. Nous, on a accompagné beaucoup de dirigeants d'entreprise, des commerçants par exemple, qui n'avaient pas de site internet, qui ne proposaient pas le click and collect ou l'achat en ligne. Et quand il y a eu le confinement, personne ne peut m'acheter mes produits. Mais c'est pas le même métier, attention. On ne vend pas sur Internet, parce qu'il y a des côtés, on parlait tout à l'heure de marketing digital. Est-ce que je fais de la publicité? Parce que faut savoir quand même qu'en France, on a entre 200 000 et 300 000 sites marchands actifs. Mmh. Donc pour émerger parmi tous ces sites internet, la concurrence est rude. C'est compliqué. Ouais. Alors on parlait de marketplace tout à l'heure, on peut être aussi commerçant et vendre sur une marketplace. C'est peut-être déjà un premier pas. C'est pas parce qu'on va avoir un site marchand que tout de suite on va faire plein de chiffres. On aura l'occasion de toucher du doigt ce sujet à l'occasion de la troisième conférence, mais c'est important de le souligner d'un point de vue logistique, il y a un véritable impact. C'est pas envoyer un simple. Non, c'est pas le même frais, hein. Oui. C'est clair. Il y a toute une stratégie derrière. Est-ce que là où je me situe, j'ai la possibilité d'envoyer mes colis à mon client qui se situe au fin fond de la France, dans le sud de la France? Enfin, c'est important d'avoir un temps de livraison qui soit respectueux parce qu'aujourd'hui, on est tous très pressés, on a tous recevoir notre colis en un temps très très court. Et au niveau de la logistique, il faut savoir qu'en France, les deux principales méthodes qui sont choisies, c'est le click and collect et la livraison à domicile. Comme disait Alexis, c'est vrai que lors du confinement, on a eu énormément de commerçants qui sont venus nous voir ou même qui nous ont dit voilà, j'aimerais livrer mes colis à mes clients, je ne sais pas comment faire. Donc on a vu quand même que le click and collect s'est développé, mais de manière un peu de manière rapide. Il faut savoir qu'il y a quand même des méthodes. Il y a aussi des outils qui vous permettent de mettre en place le click and collect de manière très simple pour éviter justement de demander aux clients de venir en boutique, le retirer. Ouais, aujourd'hui, c'est vraiment un nouveau mode de livraison, quoi. C'est complémentaire au mode de livraison classique, mais c'est vrai que à cause de la pandémie mondiale, ça a accéléré en fait cette mise en place, et ça a créé cette dépendance avec l'internet du coup. À cause, je dirais même grâce, parce que ça a aussi créé des opportunités pour la suite, après, hein, pour certaines entreprises qui peut-être ont gagné en maturité du jour au lendemain et qui ont gagné des années d'expérience en peu de mois, non? Oui, et puis qui ont augmenté aussi leur chiffre d'affaires. Voilà, parce que, en fait, il y a plusieurs études qui le montrent, c'est-à-dire d'avoir, donc pour l'e-commerce spécifiquement, d'avoir une boutique physique et d'avoir une boutique en ligne, ça a augmenté le chiffre d'affaires de la boutique physique en moyenne de 15%. C'est énorme. Donc c'est pas anodin dans son chiffre d'affaires. Exactement. Alors, on va peut-être continuer. J'ai encore des questions qui arrivent, mais je les poserai à la toute fin. Continuez à nous les envoyer. Parlons peut-être du temps, parce que le temps est précieux pour nos entrepreneurs qui nous suivent. Comment dois-je justement appréhender cette question du temps quand j'en ai peu et que malgré tout, on a bien compris qu'il fallait s'y intéresser à ce projet-là quand on sort sur le digital. La question du temps, comment appréhender ces questions-là? Alors, au niveau du temps, moi, j'ai deux conseils. La première chose qu'il faut regarder, c'est est-ce que j'ai les ressources? Oui. Est-ce que, à l'intérieur de mon entreprise, si vous êtes plusieurs ou si je suis seule, j'ai les compétences ou formation? Est-ce que j'ai les outils nécessaires? Et est-ce que j'ai le budget, bien sûr? Si je n'ai pas tout ça, il faudra voir si je peux déléguer certaines tâches. Donc, également, les tâches sont à identifier. Quelles tâches je peux prendre en charge et quelles tâches je vais devoir déléguer pour me décharger d'un temps qui m'est précieux, par exemple, pour m'occuper de la prospection commerciale, augmenter mon chiffre d'affaires, parce que j'imagine que pour un entrepreneur qui est seul, le marketing et le commercial, il y a un choix à faire. Et parce qu'au début, on est animé par le projet, on a envie de s'y investir, et puis au fur et à mesure, on subit toutes les tâches, le quotidien professionnel. Et on déblaye, et sauf qu'à un moment donné, ça devient compliqué. Vous, ça vous arrive d'avoir des clients qui vous sollicitent, qui sont animés par l'excellence du projet et qui finalement, semaine après semaine, finalement, se désinvestissent? Oui, ça arrive parce qu'ils ont leur activité à côté. Du coup, c'est compliqué de composer avec un client qui n'est pas impliqué parce qu'à partir du moment où c'est son projet,
Du coup, c'est à ce moment-là où nous, il peut y avoir certains écarts. Du coup, on essaie vraiment d'organiser vraiment des points assez réguliers et de l'imposer en fait de manière régulière. Même s'il n'a pas le temps, au moins il va prendre le temps sur ces points-là pour arbitrer avec nous les choix sur son projet, quoi. Donc vous, ce que vous préconisez, c'est de s'investir quand on est entrepreneur un peu sur différentes étapes du projet, c'est cela? C'est ça, ouais, exactement. Il y a plusieurs étapes sur un projet de création de site web, mais le premier, c'est qu'il s'implique vraiment déjà au début pour être sûr que l'agence ou le prestataire, en tout cas, ait bien compris son besoin. Ensuite, qu'il valide l'ergonomie en fait de son site et à travers les maquettes qu'on va pouvoir lui réaliser. Et il y a une autre étape qui est importante, c'est la phase de test, de voir est-ce que l'agence ou le prestataire a bien respecté les attentes en termes de spécificité fonctionnelle et maquettage. Voilà. Et puis l'avantage que l'on a, c'est que rien n'est figé. C'est-à-dire dans la relation, on peut adapter et faire évoluer aussi les solutions. Alors justement, comme c'est pas, ça sera figé si le client il disparaît pendant 2 mois, parce qu'on va arriver à la fin. En fait, les développements seront déjà faits et du coup, ça va réapparaître devant lui. Il va pas être content et du coup, tout va être figé. Enfin, ça va être très compliqué. Et c'est pour ça que nous, on a vraiment une approche très agile pour vraiment avoir une collaboration continue avec nos clients, de manière à leur montrer un état d'avancement au fur et à mesure. Même s'il y a des choses qui sont pas finies, au moins tout de suite ça permet de faire des arbitrages avec le client, et c'est dans l'intérêt du client et aussi de l'agence, parce que l'agence ça va perdre beaucoup moins de temps en fait au final. C'est des solutions ad hoc, des solutions sur mesure, oui, Naomi. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est pour rebondir sur ce que vous disiez, par exemple, dans le cadre d'un développement d'une application mobile que j'avais effectué avec des prestataires polonais, donc la Pologne, c'est pas vraiment à côté, il y a une barrière au niveau de la langue, il y avait des points qui étaient mis vraiment régulièrement chaque semaine, et c'est hyper important, comme Jérémy le disait, il faut pas négliger ces points-là, même si on trouve que la fréquence est un peu trop élevée, parce que justement, ça va être des points de 10-15 minutes, mais c'est important pour les personnes qui sont derrière. Je vais pouvoir rebondir sur des petits éléments que je n'ai pas aimés, des éléments à modifier, etc. Et c'est pour que ce soit plus fluide au niveau du projet. Jérémy parlait de méthode agile, et c'est vrai que maintenant, dans les projets web, on va plutôt fonctionner en agile qu'en classique cahier des charges. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, si l'entreprise n'avait pas mis dans le cahier des charges qu'il fallait avoir cette fonction particulière, on se retrouvait à la fin de dire oui, mais vous me l'avez pas dit. Ça peut se comprendre aussi d'un point de vue de l'agence, mais du coup l'entreprise se disait c'est vrai que moi je savais pas. Enfin, voilà. Donc privilégier des prestataires qui travaillent en mode agile avec une certaine limite. On est d'accord, on va pas non plus demander aux prestataires de rajouter pour le même prix. Pareil, ça dépend aussi de la typologie de projet. Je veux dire, pour un site vitrine, on n'est pas spécialement obligé de travailler en agile pur, mais par contre on peut lui montrer un état d'avancement de temps en temps, etc. Après, sur des projets beaucoup plus complexes, c'est inévitable, en fait, parce qu'en fait, même le client ne sait même pas lui-même ses besoins, parce qu'il va les découvrir au fur et à mesure de l'avancement du projet. Donc du coup, on va mettre en place des ateliers de travail, des workshops, et on va faire avancer le projet comme ça, et on va lui montrer du concret au fur et à mesure, et du coup, ça va être beaucoup plus représentatif pour les utilisateurs finaux qui vont utiliser à terme ces applications. Il faut préparer l'évolution, c'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer un projet en disant ça va être ce projet-là. Prévoyez que votre site, votre application puisse évoluer. Parce que si le développement est fait d'une certaine manière, qui ne permettent pas d'évoluer plus tard, vous allez être bloqué, vous allez devoir refaire votre site, votre application, etc. On va se retrouver avec un site qui sera figé en 2021 alors qu'on sera en 2021. Voilà, c'est ça. Et puis posez-vous les bonnes questions, parce qu'à l'instar de cet exemple que vous nous avez donné de cet entrepreneur qui s'est lancé dans une marketplace, 50 000 €, c'est quand même beaucoup d'argent. En parlant d'argent, le site e-commerce permet de développer un volume de vente. Vous nous disiez 15%, c'est ça en moyenne? Oui, c'est en moyenne ce qui permet pour une boutique physique de développer son chiffre en magasin. Après, il faut savoir qu'en 2019, on a dépassé les 100 milliards de chiffre d'affaires en e-commerce. Aujourd'hui, on est à peu près à 130 milliards. Et on a 2 géants. Enfin, on a un grand géant qui représente 50%. Qui est américain, c'est cela? Il est américain. Voilà. Il a beaucoup été critiqué pendant le confinement vis-à-vis des libraires. Mais il faut savoir que quand on est un petit commerçant, qu'on veut une grosse visibilité, d'aller sur des marketplaces, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut vraiment aider dans un premier temps. Oui, niveau notoriété, visibilité, même si votre site e-commerce, si vous en avez en tant que commerçant, n'est pas au point, le fait d'investir sur une marketplace, je bénéficie quand même d'un interface qui est beaucoup plus complet, qui a une audience qui est peut-être beaucoup plus large que la mienne, et donc beaucoup plus de chances de toucher mon prospect. 25 millions de clients en France. Oui. Donc, c'est énorme. Les 15%, c'est immédiat, non? Il faut attendre combien de temps à peu près pour justement bénéficier un petit peu de... Après,
Très honnêtement, il y a aussi beaucoup de gens, des entrepreneurs qui se lancent dans le e-commerce et qui misent tout sur leur site internet. D'accord. Donc ça dépend vraiment de. Après, il faut faire de la publicité, il faut un budget pub. Est-ce que j'achète des mots-clés? Est-ce que je vais sur Google Shopping, par exemple? Est-ce que je vais sur les marketplaces, etc. Donc c'est pas. Il y en a beaucoup qui déchantent en fait. Et il suffit que votre produit il soit en concurrence avec d'autres. Pour émerger, c'est compliqué. Donc si on a sa propre marque, ses propres produits qu'on fait soi-même, etc. Ça va être plus simple. Par contre, si on voit la même chose que plein de boutiques, ça va être très compliqué d'émerger, à part avoir le prix le moins cher. C'est pas impossible. On a des DBNV, les Digital Native Brands, ou des ND, pardon, qui sont des marques qui sont apparues sur le numérique uniquement en utilisant le site e-commerce, les réseaux sociaux. Mais il y a une réelle stratégie derrière, comme disait Alexis, avec la publicité, l'achat de mots-clés, même la prospection offline. Il faut pas oublier que le offline et le online, ça se connecte, c'est hyper important. Donc, Et vous, c'est ce que vous remarquez aussi, parfois l'impatience, parfois des clients qui pensent avoir fait la bonne démarche et en lançant leur site du jour au lendemain. C'est ça, comme dit Alexis, il y en a beaucoup qui se disent ça y est, je vais faire le plus beau site et ça y est, dès que je vais le mettre en ligne, tout le monde va le voir, etc. Mais en fait, c'est pas le cas aujourd'hui. C'est la jungle, Internet. Il y a énormément de concurrence. Faut savoir que le géant américain, ils investissent des millions et des milliards même en publicité en ligne. Et du coup, avoir cette même force de frappe en tant que petit entrepreneur indépendant, c'est plus compliqué. Même si c'est vrai qu'on voit pas mal d'offres émerger. Je paye 5 € par mois et puis j'ai un super référencement. À un moment donné, il faut se poser la question. En tout cas, le budget de communication en ligne est très, très important. Et il faut aussi savoir le définir ou s'appuyer sur des marketplaces pour avoir une visibilité immédiate. On peut faire du commerce sur des marketplaces et c'est important, ce sera l'objet de notre conférence 10h et 46 000 pour celles et ceux qui nous suivent en direct pour cette première conférence des Digital Days en ce jeudi 2 décembre. Je vous propose à tous les trois, si vous voulez bien, de passer à la fameuse séquence des questions. Ils ont des questions à vous poser, je vais vous les poser maintenant. Avec un petit budget, quand on débute, quelle solution est la moins coûteuse? Un freelance ou bien une agence? On a un petit peu évoqué le sujet, mais la question est plutôt franche. Je vais m'adresser à vous, Alexis. Alors, freelance ou agence pour la solution? Si on a vraiment un petit budget, de le faire soi-même. En fait, si vous avez par exemple moins de 500 € de budget, très honnêtement, il y a des solutions qui existent qui permettent de faire des sites soi-même. Moi, je conseille pas forcément de le faire parce que c'est un métier de faire des sites internet. Par contre, quand on est créateur d'entreprise, qu'on n'a pas forcément 3 000 jusqu'à 10 000 €, 20 000 à mettre sur un site internet, le fait de faire soi-même, on fera des économies. Par contre, faites des formations. Il y a beaucoup soit des formations en présentiel, soit vous avez énormément de ressources sur Internet. Vous savez, moi, quand j'ai fait mes études, j'ai aussi beaucoup appris grâce à Internet. On a la chance aujourd'hui d'avoir énormément de contenu sur Internet, de formations. Alors après, il faut faire aussi voilà, il y a un peu de tout aussi. Mais vous pouvez vous appuyer bien sûr sur les CCI. Vous pouvez bien sûr vous appuyer sur le contenu en ligne. Donc, alors, il y a 3 méthodes pour faire un site. Il y a 3 grandes familles. Il y a bien sûr le développement, on va dire à la mano, à l'ancienne. C'est la version primitive de faire un site web, c'est de coder. Main dans le cambouis, comme on dit. Voilà. C'est ça, voilà. Et c'est mieux parce que, au moins, on a un code propre, etc. Vous avez une deuxième solution qui est l'éditeur en ligne, ou le CMS en mode SaaS, c'est-à-dire, vous allez sur un site internet et vous allez faire votre site internet sur ce site internet, en quelque sorte. Et puis vous avez la troisième méthode, c'est le CMS open source. Là, vous allez télécharger un logiciel que vous allez installer sur votre serveur et vous allez co-construire votre site internet comme ça. C'est un peu la version hybride entre les deux solutions. Donc il y a trois phases. Une fois qu'on sait ça, quelle solution est la plus appropriée en fonction de mon budget? En général, ça va être l'éditeur en ligne, parce que pour 10 € par mois, vous avez un site internet disponible, etc. Il ne sera pas parfait, il faut le savoir, mais ça peut permettre d'avoir une première visibilité quand on n'a pas beaucoup de budget. Donc voilà, ça sera ma réponse. Et justement, certaines de ces solutions sont présentes dans notre espace Business Meeting. Il y a une vingtaine d'entreprises et vous pourrez justement échanger pour prolonger un petit peu toutes les questions qu'on est en train de se poser. Posez-les ces questions également aux entrepreneurs. Oui. Par contre, je compléterai juste sur la dépendance. Tant que je paye 10 € par mois, j'ai un site. Une fois que je paye plus, qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut le savoir. On peut pas
prendre le site internet qui a été fait sur cette solution propriétaire et la mettre sur son serveur. Donc attention par rapport. En gros, il faut imaginer le scénario catastrophe si la société. En fait, il faut avoir un plan. C'est-à-dire, je démarre, je veux tester un petit peu mon business model. J'utilise une solution d'éditeur en ligne. Une fois que je commence à avoir un peu plus de chiffre d'affaires, à développer ma notoriété sur Internet, j'essaye de passer sur une solution un peu plus professionnelle. La prochaine question s'adresse à vous deux. Est-ce que la CCI propose des audits pour les dirigeants d'entreprise, Naomi? Bien sûr, on peut faire des audits des sites internet existants, vous montrer quelle est votre notoriété sur les résultats de recherche, oui. Est-ce que votre stratégie SEO est correcte, etc. Au niveau de vos réseaux sociaux également, c'est des audits qu'on peut analyser ensemble, bien sûr, et ensuite vous proposer un plan d'action sur ce qui a amélioré ou ce qui a continué si les analyses sont déjà bonnes. Alexis, je ne sais pas si... Oui, et je compléterai sur le fait que les dirigeants d'entreprise peuvent prendre rendez-vous gratuitement avec un conseiller numérique et c'est un accompagnement de 2 heures à peu près de coaching où on peut parler de tous ces sujets-là. Ah oui, donc c'est un véritable état des lieux et puis en plus de cela, on peut prolonger par un véritable accompagnement. Tout à fait. Aussi à partir des résultats formulés. Organisez-vous des ateliers en présentiel pour que les entreprises puissent travailler sur leur site internet avec un spécialiste en présentiel? Oui. Alors, tout dépend des ateliers que l'on propose. Oui. Alors, on a divers sujets qui sont proposés par nous-mêmes, en fait. Il faut regarder sur le site de la CCI Île-de-France ou celle de votre département. Il y a un agenda spécifique où on met tous nos ateliers. Et lors de ces ateliers-là, ça peut être des ateliers pratiques où vous venez avec votre ordinateur et on peut travailler sur, par exemple, optimiser ses réseaux sociaux, comment construire sa présence en ligne, optimiser son site e-commerce. Mais bon, après, en fonction de l'heure de l'atelier, la durée, c'est un peu court. Donc, c'est vraiment déjà les premières étapes. Mais c'est faisable. C'est faisable, c'est envisageable et on vous invite vivement à vous rapprocher de nos conseillers de la CCI Paris-Île-de-France. On va faire un dernier tour de table pour adresser peut-être un message à celles et ceux qui nous écoutent sur le e-commerce. Alors, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour celles et ceux qui encore hésitent, pour celles et ceux qui vous ont écouté et se disent bon, ça a l'air bien compliqué. Jérémy, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces chefs d'entreprise qui nous écoutent? Moi, je dirais faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. Franchement, à un moment donné, chacun son métier. Oui. Il faut passer du temps aussi là où c'est important quand on est entrepreneur, quand on se lance. Je pense qu'il y a des sujets de développer des partenariats, développer des actions de communication, etc. à faire et en parallèle s'appuyer sur des experts en matière de e-commerce. C'est important. Après, je rejoins Alexis sur ce que il disait sur la partie pour tester aussi son produit, son marché. C'est bien aussi de pas trop prendre de risques en termes de coûts de prestation. On va dire, moi, je recommande pas à un petit entrepreneur de travailler avec mon agence et puis de mettre 10 ou 15 000 euros sur la table juste pour un petit site vitrine. Voilà. Non, on va le rediriger vers des solutions intermédiaires, etc. Par contre, si c'est des solutions plus complexes, là, oui, il faut se faire accompagner, que ce soit par la CCI, par des agences qui, elles, sont expertes dans ces domaines-là. Donc être capable un petit peu de dimensionner, commencer peut-être petit pour après évoluer vers du plus grand. Naomi, même question, quels sont les messages là que vous pouvez justement adresser à celles et ceux qui nous écoutent? Je dirais déjà, comme disait Jérémy, ne pas avoir peur de déléguer certaines tâches parce que certes, on est entrepreneur, on a la passion de notre projet, mais chacun son métier, il y a plusieurs branches en fait dans le projet qu'on va entreprendre et surtout ne pas hésiter à voir quelles sont les solutions qui se présentent à vous pour pouvoir développer votre projet parce que c'est un projet qui va être évolutif et qu'il faut surtout toujours penser au plan B comme disait Alexis. Et en parler peut-être toujours autour de soi, c'est important. Exactement, parler autour de soi, voir si dans l'entourage, on n'a pas des professionnels qui peuvent s'y connaître, mais également faire des tests également, parce que l'entourage peut aussi venir sur le site donner son avis. Donner son avis. Il fait partie du panel, donc il ne faut pas hésiter non plus à les faire participer. Alexis? Sur la question initiale de choisir son prestataire web, c'est vrai que ça peut être compliqué parfois. Donc ça a été un peu dit au début également, c'est de regarder les avis. Alors je suis oui tout à l'heure parce que c'est vrai que les réputations c'est super important, mais les avis de l'agence qu'on peut retrouver sur Internet, mais pas que, aller voir le portfolio de l'agence, qu'est-ce qu'elle a déjà fait, est-ce que les sites en question on les trouve facilement sur Internet, et puis
demander aussi conseil autour de soi. Le conseil est super important. Ne pas faire confiance aveuglément et de comparer, prendre son temps. N'hésitez pas à demander plusieurs devis, surtout, et d'avoir un détail qu'on vous explique concrètement ce qu'on va faire sur votre projet dans l'accompagnement, la durée, la dépendance ou non. Et dans ce cas-là, après, on peut se lancer. Il ne faut pas avoir peur d'y aller, quoi. Être capable également de sonder, d'écouter son expérience d'internaute, puisqu'on est tous internautes maintenant. On est tous internautes. Et on est tous capables d'identifier les bons et les mauvais prestataires. C'est sur ces mots que nous allons conclure cette première conférence de la journée. Je vous en parlais tout au long de ce jeudi 2 décembre. Nous aurons le plaisir de vous accueillir dans l'espace rendez-vous où plus d'une vingtaine de sociétés sont là pour vous présenter leurs solutions, sont là pour répondre à vos questions. Et nous allons vous montrer à l'image comment prendre justement rendez-vous. Pour cela, c'est très simple. Vous allez du côté de l'espace rendez-vous dans le menu qui se trouve ici à gauche. Et puis, vous n'aurez plus qu'à formuler la sélection du besoin. Il y en a 4 au total. Par exemple, ici, si vous cherchez à augmenter votre visibilité en ligne, on va augmenter sa visibilité en ligne. On va, à tout hasard, cliquer sur les digiteurs, l'une des entreprises présentes. Vous demandez un rendez-vous, vous sélectionnez l'horaire et vous pouvez, si vous le souhaitez, voilà, après avoir sélectionné l'horaire, formuler un besoin bien particulier et comme par magie dans la journée, une personne sera là pour y répondre et sera ravie d'échanger au sujet de l'ensemble des thèmes que nous allons aborder à l'occasion de ces conférences et que nous allons aborder également au travers des solutions, une vingtaine de solutions représentées pour cette journée organisée par la CCI Paris-Île-de-France. 10h55. Nous nous retrouverons à 14h30 pour parler de blockchain, avantages et enjeux pour votre entreprise. 3 experts se réuniront sur le plateau pour vous parler un petit peu de cette industrie, de cette économie de demain qui est en train de se dessiner. Blockchain, avantages et enjeux, c'est à partir de 14h30. Mais avant cela, je vous souhaite naturellement une excellente journée à nos côtés sur la plateforme des Digital Day et je vous remercie à vous, à tous les 3, Naomi, Alexis et vous également, Jérémy, d'avoir participé à cette première table ronde de la journée. Merci infiniment. Merci Pierre. Merci à vous.